Quels sont les risques quand tu investis en immobilier? Quels sont les risques qui viennent avec l'investissement locatif? Tout le monde doit te dire qu'il n'y a aucun risque, l'immobilier c'est tout beau, c'est tout rose. La réalité c'est qu'il y a un risque quand tu investis en immobilier. Dans cette vidéo, je vais te dire quels sont ces risques, mais surtout, je vais te dire comment faire pour t'en protéger afin que ton investissement soit pérenne dans le temps et continue à rapporter de l'argent à tes petits-enfants et aux petits-enfants de tes petits-enfants. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. On est actuellement à Miami, où est-ce que je suis venu pour acheter des appartements. J'ai envie un peu de me diversifier, sortir un peu du Québec, explorer de nouveaux marchés. Et Miami est d'ailleurs l'une des places où est-ce qu'il y a l'un des risques majeurs que je veux te révéler dans cette vidéo, qui est celui qui est associé aux éléments naturels, à Dame Nature. Miami a été pratiquement construit sur des swamps, donc sur des marécages. Donc il y a toujours un peu une présence importante d'eau. Tu vas remarquer que les parkings ne sont jamais souterrains. La plupart des parkings sont à l'extérieur et c'est des parkings étagés parce que justement il y a de l'eau en dessous. Et l'autre élément aussi qui est très présent ici, c'est tout ce qui est relatif aux ouragans. Miami est très souvent frappé par, et la Floride de façon générale, est très souvent frappé par des ouragans. Et donc, ce sont des risques naturels qui existent et qui peuvent venir mettre à zéro ton investissement. C'est-à-dire que tu investis de l'argent, tu investis en 200 000 pour acheter un bâtiment à 1 million et tu te retrouves subitement à avoir zéro en poche. Pourquoi zéro? Parce que le bien a disparu, il a été rasé, ou bien il est tombé par terre, ou bien il y a eu un tremblement de terre, ou bien il y a eu un glissement de terrain, ou bien il y a eu un ouragan. Et ton bien ne produit plus les revenus qu'il doit fournir, parce que forcément il n'existe plus. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que la banque continue d'espérer que tu la payes tous les mois. Et oui, la banque ne te fera pas un cadeau en te disant « bon, c'est bon, tu peux laisser tomber ». Non, elle va continuer à exiger que tu la payes. Alors, comment tu fais pour protéger ton investissement? En mettant en place ce qu'on appelle des assurances. Je ne parle pas ici d'assurance vie, je parle vraiment d'assurances qui viennent couvrir ce genre d'intempéries, qui viennent couvrir ce genre de sinistre. Et c'est super, super, super important. N'essaie pas d'être cheap avec les assurances. N'essaie pas d'avoir les assurances les plus basses possibles. Assure-toi d'intégrer tous les éléments qui peuvent arriver à ton bâtiment par rapport au secteur dans lequel tu es. Tu vois, par exemple, j'ai un ami qui investit à Lennoxville, qui est dans une zone, donc à côté de Sherbrooke, où il y a beaucoup d'inondations. Et parce qu'il y a beaucoup d'inondations, je lui ai recommandé de prendre une assurance contre l'inondation. Donc, tu vois, il est super important de te protéger contre ce genre d'éléments parce qu'ils vont simplement ramener à zéro ton investissement et te mettre dans la merde si jamais tu ne prends pas ces mesures-là. Donc, très important, prends des bonnes assurances. Il y a un risque inné qui vient avec le fait de détenir de la terre, détenir de la pierre. C'est justement Dame Nature et assure-toi de couvrir ce risque. Plus précisément, en termes de gestion de projet, de transférer ce risque à un assureur pour que ce soit lui qui couvre en cas de problème. Deuxième risque qui vient avec l'investissement immobilier, c'est bien sûr celui dont tout le monde parle, et je pense que c'est un peu exagéré, mais on va quand même le couvrir, le fait de ramasser des mauvais locataires. On a tous entendu parler de l'histoire de locataires qui ne payent pas leur loyer, de locataires qui squattent le logement et qui en font le leur, de locataires qui refusent de partir. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a un risque. Je me souviens quand j'ai acheté mon premier triplex, j'ai eu une locataire qui ne voulait pas partir, qui avait vraiment dégueulassé. Le bâtiment était tout sale, tout dégueulasse, et ne voulait pas partir. J'ai dû la payer pour qu'elle parte. On parle de mettre son ego de côté, de se dire, bien que le bien m'appartienne, je comprends que si je veux le récupérer et rentabiliser mon investissement, je dois mettre de l'argent sur la table pour pouvoir le récupérer. C'est difficile à faire, mais la réalité, on appelle ça du cash for key. C'est assez fréquent quand tu investis en immobilier, surtout quand tu es dans les provinces où est-ce que la réglementation est plus du côté des locataires que des propriétaires. Mais la réalité aussi, c'est que si tu suis un peu les bons conseils, si tu prends les bonnes démarches, tu utilises les bonnes stratégies, tu peux éviter de te retrouver avec des mauvais locataires. En réalité, choisir un locataire, pour moi, c'est comme un entretien d'embauche. En fait, l'idée quand j'ai des logements, c'est d'abord de m'assurer que les logements sont hyper beaux, hyper propres, pour vraiment attirer un maximum de locataires. Et ensuite, pouvoir avoir le choix de choisir la crème de la crème à l'intérieur de ces locataires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, choisir un locataire, c'est tout un processus. Entre le moment où tu mets ton annonce jusqu'au moment où est-ce qu'il signe le bail, toutes les étapes que tu mets en place sont faites pour éliminer, pour chasser les locataires dont tu ne veux pas et attirer les locataires dont tu veux. Comment tu fais ça? En étant très clair sur ton annonce. Tu ne veux pas quelqu'un qui fait moins de 4 fois, par exemple, le loyer en termes de revenus, parce que tu veux t'assurer d'avoir quelqu'un qui va être en mesure de payer ton loyer.
Est-ce que ça va éliminer du monde? Bien sûr, mais ça va surtout te permettre d'attirer les bonnes personnes et de chasser les mauvaises personnes qui ne correspondent pas à ce que tu recherches. Ensuite, en plus de l'annonce, je fais des entretiens au téléphone avant de les faire visiter. Pendant qu'ils font la visite, je fais des validations et je m'assure qu'ils sont clean. Pendant la visite, j'ai des points de contrôle que je regarde comment ils se comportent. Un exemple simple, je regardais leur voiture. Est-ce que leur voiture est propre ou sale? Un locataire qui a une voiture qui est sale, très probablement, il va rendre ton logement sale. Tu vois, c'est toutes ces stratégies, ces étapes, ces petits trucs que tu mets en place pour t'assurer de ne pas attirer à toi les mauvais locataires. Donc, est-ce que c'est un risque d'avoir des mauvais locataires quand tu investis en immobilier? Oui, mais il y a des stratégies pour éviter de les ramasser, pour s'assurer de les chasser, pour s'assurer qu'ils ne viennent même pas à toi. Et tout ça à travers, bien sûr, la connaissance pour le faire. Troisième risque dont je te parlais, qui est très d'actualité aujourd'hui, c'est la fluctuation des taux immobiliers. Parce que très probablement, si tu veux investir en immobilier locatif, tu iras chercher des prêts immobiliers. Et ces prêts immobiliers viennent avec un taux qui, en Amérique du Nord, doit être renouvelé à une certaine fréquence. Tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 2 ans des fois. Le dernier taux que j'avais était à 1,65. Tu t'imagines? Et aujourd'hui, il est à 5, et quelques. Le taux qui augmente, c'est des paiements plus élevés, c'est un cash flow qui diminue et c'est une pression financière supplémentaire. La réalité, c'est que tu dois anticiper ces éléments-là et t'assurer que quand tu achètes un bâtiment, tu puisses faire gérer ton risque et anticiper un peu les évolutions du taux. Tu ne sauras jamais où le taux sera dans 2-3 ans. Tu ne peux pas le savoir à l'avance. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire des simulations en te disant si le taux augmentait de 2-3%, est-ce que mon bâtiment est encore rentable? Est-ce que je suis encore capable de supporter les dépenses? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que j'ai comme stratégie de prévu à l'avance si ça arrive? La vente, l'ajout d'un partenaire, il y a des stratégies qui existent. Comme tu peux le voir, un risque, c'est une chose, mais il y a toujours une solution à un problème. Et la réalité, c'est que c'est en réglant des problèmes que tu fais de l'argent. Quatrième risque que je vais te partager, l'intégrité du bâtiment. L'intégrité du bâtiment, c'est est-ce que le bâtiment que tu as, indépendamment des catastrophes naturelles, indépendamment des intempéries, est-ce que son intégrité va être affectée? Par exemple, une poutre qui se casse et du coup la fondation qui bouge, ou la fondation qui travaille naturellement d'elle-même au fil du temps, ou bien encore des fenêtres qui sont à remplacer. J'ai récemment un couple que je connais, ils doivent mettre un 25 000 pour réparer un ventre de bœuf. Un ventre de bœuf, c'est la brique qui commence à se détacher, qui gondole un peu, qui éventuellement va tomber. Et ce n'est pas une dépense qu'ils avaient prévue, on parle d'un 25 000. Comment est-ce que tu t'assures, comment est-ce que tu te prémunis de ce risque-là? La réalité, c'est que ce risque, tu ne peux pas vraiment l'éviter. Tu peux par contre essayer de le réduire. Comment tu fais pour le réduire? Déjà, quand tu achètes le bâtiment, tu l'inspectes. Tu t'assures que la fondation est solide, la fondation est imperméable, tu t'assures que la structure du bâtiment est bonne, qu'il n'y a pas des cracks dans la fondation, qu'il n'y a pas de problème d'intégrité structurelle. Tout le reste, si ta structure est bonne, si ta toiture est bonne, si ta plomberie est bonne, si ton électricité est bonne, tout le reste, c'est du cosmétique, ça s'adresse assez facilement. Donc, l'idée, c'est vraiment quand tu vas acheter le bâtiment, de le faire inspecter. Et une fois que tu l'as fait inspecter, c'est aussi de le faire inspecter régulièrement. En général, moi, ce que je fais avec mes partenaires, une fois par mois, on passe dans tous les logements. Et là, je te parle de logements qui sont gérés par des gestionnaires. Mais malgré le fait qu'ils soient avec un gestionnaire, je m'assure une fois par mois de passer dans tous les logements. Simplement parce que, et dans tous les bâtiments, du coup, pour m'assurer que leur intégrité est préservée et aussi m'assurer que les locataires ne font pas n'importe quoi à l'intérieur. C'est comme ça que je me prémunis de ce risque, ou tout au moins que je réduis l'impact potentiel de ce risque. Cinquième risque, et celui-ci, il est un peu spécial, surtout quand on vit dans la province du Québec, comme c'est mon cas. Et puis, ça s'applique un peu partout d'ailleurs, c'est le contexte légal. Quand tu investis en immobilier, il y a plusieurs stratégies, comme par exemple la location courte durée. Sais-tu qu'aujourd'hui, dans la province du Québec, il y a des lois qui ont été passées pour venir restreindre la capacité à faire ce genre de location. Donc, il y a un contexte légal qui évolue constamment, surtout dans les provinces lorsqu'on a des dirigeants qui sont très à gauche ou tout au moins qui sont très populistes, qui veulent aller chercher des voix dans les franges les plus pauvres de la population et qui vont avoir tendance à tenir des discours populistes, anti-investisseurs, simplement pour aller chercher des voix. Par exemple, là récemment, on a une loi qui a été déposée au Québec pour restreindre le droit des locataires de faire de la cession de logement. On parle ici d'une loi dans laquelle la ministre dit le fait de décider à qui on céder le bail n'est pas du ressort du locataire, c'est du ressort du propriétaire. Et si le locataire veut avoir ce droit-là, tout ce qu'il a à faire, c'est acheter des biens, devenir investisseur immobilier. Elle s'est fait ramasser.
Alors qu'ultimement, ce qu'elle dit est purement vrai, en fait. Si tu veux pouvoir gérer un logement, achète-le. Arrête d'être locataire. Et malheureusement, on est dans une province où est-ce que, politiquement, de par le fait qu'on a une crise du logement et de par le fait que les politiques veulent juste aller ramasser des voix, bah derrière, on se retrouve avec des gens qui ont des discours qui sont des fois un peu anti-investisseurs et qui, ultimement, pourraient mener à des lois qui, elles, seront aussi anti-investisseurs. Donc, c'est un risque qui existe. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tout ce que tu dois faire, c'est comprendre, te tenir au fait, te tenir informé et pouvoir naviguer à travers. Voilà, ça fait le tour un peu de ce que je voulais te partager. Tu vois, tous ces éléments-là, c'est des choses que je prends en compte quand je décide d'investir quelque part. Je l'ai fait en venant investir à Miami parce que justement, j'ai regardé le contexte légal où est-ce qu'on a on a un État qui est très pro-investisseur. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. C'est les éléments que tu dois regarder. Tu dois regarder avant d'investir, ça doit faire partie de ta stratégie d'investissement, simplement parce que ça fait toute la différence entre un investissement rentable et un investissement qui ne l'est pas. D'accord? C'est tout ce que je vais partager aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!